on aura toujours des questions sur pourquoi ce parcours. On ne comprend pas bien, vous êtes plutôt pharmacien, plutôt ingénieur, c'est pas clair. Moi je me souviens d'avoir eu plusieurs fois au tout début, donc au moment où je cherchais un stage ou un premier emploi, et finalement pourquoi vous n'avez pas fait l'internat? Je sais que nous à l'époque, on visait 40 000. Je pense que maintenant on doit être aux alentours des 45 000, très probablement. Le marché pharma belge, c'est à peu près la moitié du français, mais avec un pic qui est 6 fois plus petit. Donc c'est juste énorme. Ipsomédic change la donne déjà aujourd'hui. Oui, tout à fait, absolument. C'est vraiment notre objectif. Aujourd'hui, il y a une usine qui est en cours de construction. C'est un client qui est aujourd'hui en train de mettre au point cette usine, qui utilise les procédés brevetés par Ipsomédic. Donc, on n'est pas dans l'expectative de changer quelque chose un jour, on est déjà en train de changer quelque chose. Alors, de votre côté, pour mieux vous cerner, est-ce que vous auriez également la possibilité de nous partager votre parcours scolaire et nous dire quel type d'élève vous étiez? On remonte jusqu'où là? Jusqu'à la maternelle? Non, vous pouvez remonter jusqu'au lycée. On peut remonter loin. On peut remonter loin. J'ai une anecdote extrêmement ancienne de la maternelle, durant laquelle j'ai visiblement refusé de retourner dans ma classe et en demandant à être dans la classe du niveau du dessus. Ce qui a bien emmerdé les enseignantes à l'époque. Donc c'était à Sainte-Philomène à Lille, si il y a une maîtresse qui se reconnaît, on sait jamais. La directrice a fini par appeler ma mère pour me demander qu'est-ce qu'on fait. Et ils ont fini par me laisser d'ailleurs dans la classe du dessus. Bon, après ça, du coup, j'étais un peu plus calme pendant le reste de ma scolarité, parce qu'évidemment, j'étais du coup plus petit que les gens avec qui j'étais en classe. Même extrêmement timide, parce que j'avais un gros problème de bégaiement, petit, que j'ai en fait soigné par l'enseignement. Quand je suis arrivé en pharma, dès la deuxième année, j'ai fait de l'enseignement, et ça m'a vraiment beaucoup aidé sur comment expliquer les choses, comment amener les autres à comprendre ce qu'un cours signifie, ou enfin je travaillais beaucoup sur tout ce qui était mathématiques, biologie cellulaire, chimie, physique, enfin des choses que les étudiants n'aiment pas forcément. Et donc ça m'a beaucoup aidé justement à apprendre à poser ces phrases. Et donc ça m'a fortement aidé à réduire ce problème de bégaiement. Alors, comme vous l'avez si bien énoncé, vous êtes passé par la pharmacie, la faculté de pharmacie, Ouais. et ensuite vous êtes tourné également vers l'industrie pharmaceutique. Alors, quelles ont été vos motivations et quel parcours vous avez emprunté, j'ai envie de dire, en parallèle de cette filière? Alors, après avoir gagné 1 an durant ma scolarité à l'école, j'en ai perdu en tentant dans un premier temps le concours de médecine, qui n'a pas amené à grand chose. Enfin, non, j'ai eu des résultats qui étaient tout à fait honorables, mais largement insuffisants pour passer en deuxième année. Donc, c'est posé la question de ce que je voulais faire, et c'est là que j'ai découvert que pharmacie proposait un double diplôme, pharma NSIC. Et donc je suis rentré en pharmacie pour faire cette formation-là. Et à partir de là, en fait, le parcours a été extrêmement facile, parce que quand on sait ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, et qu'on a des matières qui correspondent un petit peu plus à ce qu'on est réellement, dans le fond, forcément ça s'est très bien passé. Voilà. Et donc j'ai fait une scolarité en pharmacie tout à fait classique, beaucoup dans les sous-sols où se situait d'ailleurs l'association des étudiants, où j'ai pris un master 2 voire un master 3 en baby-foot. Et puis ensuite j'ai intégré l'ANSSIC sans aucune difficulté, et à partir de là c'était quasiment terminé. Et en termes de carrière, donc, vous avez mis en avant le fait que vous êtes parti donc en pharmacie, mais que vous avez également donc le statut d'ingénieur. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus mis en avant, votre statut d'ingénieur ou de pharmacien dans votre carrière? Ça dépend des moments, ça dépend des postes, ça dépend des interlocuteurs. En fait, c'est cet avantage d'être capable de discuter à peu près avec tout le monde, et d'être compris de tout le monde et de comprendre tout le monde. Alors, vous avez su être d'une certaine manière l'interlocuteur entre ces deux domaines, que ce soit l'ingénierie ou également la pharmacie. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire encore aujourd'hui, moi j'ai eu très souvent des rôles qui sont quelque part entre la qualité, parfois l'informatique, ou alors la chimie pure. Et voilà, pour que ces gens se comprennent, c'est quand même extrêmement important. J'ai longtemps travaillé par exemple sur des qualifications, on va dire
il y a des processus où il y a des plateformes informatiques. Il faut avoir quand même de solides connaissances sur ça veut dire quoi la qualité dans le monde pharmaceutique, quels sont les enjeux, et puis quand on interprète des textes réglementaires pour dire comment on va pouvoir les appliquer sur le terrain, ce que j'ai réalisé notamment pour l'interprétation de certaines ICH, il faut bien comprendre de quoi on parle. Au niveau du médicament, au niveau de la régulation, et puis ensuite comment techniquement on va pouvoir l'appliquer sur le terrain. Et quand on est pharmacien-ingénieur, on sort donc de 6-7 ans d'études, est-ce qu'il est difficile de trouver un emploi? Alors, une période n'est pas une autre. Quand moi je suis sorti, nous n'avons eu aucune difficulté, et aucun de mes copains de promo n'a eu de difficulté à trouver un emploi. Ça ne veut pas dire que c'est tous les ans pareil. Ça peut être un facteur différenciant, mais attention, même si je pense qu'il y a un peu de technique RH derrière, on aura toujours des questions sur pourquoi ce parcours. On ne comprend pas bien, vous êtes plutôt pharmacien, plutôt ingénieur, c'est pas clair. Moi je me souviens d'avoir eu plusieurs fois au tout début, donc au moment où je cherchais un stage ou un premier emploi, et finalement pourquoi vous n'avez pas fait l'internat? Ce genre de questions. À l'époque, l'internat, c'était encore vu comme la filière d'excellence, et c'est une filière d'excellence, c'est clair, mais qui était encore très marquée pour les industriels. Voilà. Donc il y avait une incompréhension sur le profil, finalement, quelles sont les qualités de ce type de profil. Donc là, il faut être capable de l'expliquer. Et l'autre élément qu'il faut être capable d'expliquer, c'est pourquoi on a fait ce choix à un moment donné. Et est-ce que vous avez su l'expliquer quand vous le demandez, ou c'est quelque chose qui a été travaillé un peu en mode empirisme? Un travail. C'est une bonne chose, ça. Oui, non, certainement, je l'ai mal expliqué à certains moments, mais suffisamment bien à d'autres pour qu'on me propose le job pour lequel je postulais. Alors, j'ai eu la chance de parler également à un ingénieur pharmacien, Louis Thibault, qui est actuellement à Singapour. Et Louis me disait qu'il fallait absolument apprendre à négocier ses salaires. Est-ce que c'est une chose dont vous avez fait l'expérience également en tant que pharmacien-ingénieur ou pas? Oui, mais je suis pas convaincu d'être un excellent exemple en la matière. Je suis pas un grand négociateur, et encore moins, je force ma personnalité quand je dois parler de négociation d'argent. Je me force dessus parce que actuellement je négocie beaucoup de contrats, de prestations ou d'achats, et ça peut monter très vite, et donc il faut aller chercher 10, 20, 30, 40% sur le prix à chaque fois qu'on peut, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc quand je négocie un salaire, je suis pas convaincu d'être aussi efficace que je le pourrais l'être. Mais oui, je pense que ça reste une nécessité. Les employeurs vont toujours proposer un travail et ils se donnent un budget qui est lié à leur projection, mais sans toujours bien connaître le marché. Je pense que l'élément majeur, c'est de bien connaître le marché sur lequel on est, et d'avoir des sources suffisamment fiables pour que ces informations soient crédibles et finalement utilisables dans une négociation. Et quand tu es donc pharmacien-ingénieur, tu commences ta carrière donc après ce double diplôme, tu peux espérer combien en termes de tranches approximativement en tant que pharmacien-ingénieur, en sortant d'école, hein? Alors à l'heure actuelle, je serais incapable de te dire à l'heure actuelle. Je sais que nous à l'époque, on visait 40 000. 40 000, d'accord. On visait 40 000. Je pense que maintenant on doit être aux alentours des 45 000, très probablement. Voilà, le marché de l'emploi n'est pas toujours le même non plus, donc ça peut fluctuer. Par rapport à ce que je vois passer en tout cas, ou par rapport à ce que j'ai vu sur la France en tout cas, ça serait plutôt ce niveau-là. Faut aussi comprendre, et je suis désolé pour dire qui comme moi d'ailleurs pense que on forme beaucoup de gens qui s'en vont à l'étranger. Oui, à l'étranger, négocier un salaire et avoir un salaire supérieur en entrée pour un double diplôme, ça peut vite s'obtenir. Alors tu n'es pas forcément, enfin vous n'êtes pas forcément sur l'expatriation, c'est ça? Ouais, non, c'est pas que je suis pas pour, mais je constate que voilà, beaucoup de gens se partent. Moi-même, j'ai fait une expatriation pendant 15 ans, alors pas très loin. J'étais en Belgique, donc j'ai envie de dire on reste sur un bassin européen. Mais bon, mine de rien, ça, voilà, sur les amis de promo, finalement, la plupart des gens que je connais ou que j'ai pu suivre dans le temps, et qui ont fait de belles carrières, sont tous partis à l'étranger, de façon définitive ou non. Enfin, de toute façon, il est encore trop tôt pour dire que c'est définitif. Mais voilà. D'ailleurs, j'étais un des premiers à partir, je suis un des premiers à revenir pour l'instant. Donc,
Et en termes d'industrie, vous nous disiez que vous êtes parti en Belgique. Est-ce que l'industrie belge pharmaceutique est-elle aussi bien implantée que l'industrie pharmaceutique française? Ah non, elle est bien plus avancée. Elle est bien plus avancée, même en biotechnologie. Euh, pour donner quelques chiffres que j'avais repérés sur une étude du LEM, finalement le marché pharma belge, c'est à peu près la moitié du français, mais avec un pic qui est 6 fois plus petit. Donc c'est juste énorme. Tous mes amis qui ont fait des carrières en Belgique, que j'ai pu rencontrer en Belgique, beaucoup ont tourné dans 3, 4, 5 sociétés dans un périmètre on va dire de 40 km. Donc en fait, au contraire, c'est extrêmement dense comme offre, c'est très concurrentiel. Ce sont des belles sociétés pour la plupart. Vous allez retrouver GSK, Takeda, UCB, Janssen, donc des vraies belles sociétés. Bien entendu, en plus, il y a le dynamisme, on va dire, du fait d'être proche du régulatoire et donc des instances européennes qui sont extrêmement importantes dans le positionnement de ce qu'est finalement une industrie pharmaceutique. Ça reste une entreprise, certes privée, mais de santé publique. C'est un acteur de santé publique, donc ils ont besoin d'être proches de ces institutions-là. Donc il y a aussi cette logique qui crée le dynamisme belge. Mais la Belgique en plus a un gros passé industriel, notamment via Solvay, qui s'est quand même bien illustré dans le domaine chimique puis dans le domaine pharma depuis maintenant peut-être 150 ans. J'en perds le fil du temps là-dessus. Mais donc non, c'est à la fois du point de vue universitaire, du point de vue de l'incubation de start-up et de réussite de grosses entreprises. La Belgique, c'est un très très beau bassin. Et en termes d'opportunités également pour un jeune diplômé, ça peut être une bonne chose donc de partir en Belgique pour travailler dans l'industrie pharma, selon vous? Oui. Moi, j'ai pas mal de personnes qui sont venues pour des stages avec moi ou dans d'autres départements en Belgique et qui finalement trouvent leur premier emploi en Belgique et sont restés en Belgique longtemps. Parfois se sont installés bien sur place. J'en connais beaucoup. Alors il y a eu en plus beaucoup de parcours à un moment donné par des VIE qui permettaient en fait à des Français de faire une expérience assez facilement dans des domaines un peu innovants juste après leur diplôme. Et voilà, il y a eu toute une vague de jeunes qui sont installés en arrivant par les contrats VIE en Belgique. Et est-ce que vous savez si les salaires également en Belgique de l'industrie pharma sont supérieurs aux salaires français ou c'est à peu près la même chose? Ils sont supérieurs. Ils sont très nettement supérieurs. Je ne pourrais pas vous donner les proportions exactes, mais j'estime qu'ils sont supérieurs de 30%. Voilà. Après, il faut à recouper avec des vraies statistiques, évidemment. Et sur 5 à 10 ans, de façon prospective, vous voyez où? Toujours chez Ipsomédic ou peut-être une envie de mobilité et de changement? Alors Ipsomédic, c'est une société assez récente, ça a 5 ans d'existence, on va dire, si on regarde au niveau de la déclaration. Ça a 2 ans, on va dire, de grande professionnalisation, c'est-à-dire depuis le déménagement et l'installation, de la sortie de l'incubateur universitaire pour devenir une entreprise avec ses propres locaux. Donc projeter une telle entreprise à 5-10 ans, ça reste hasardeux. Le défi est énorme. Le besoin, on va dire, auquel nous répondons est existant et malheureusement sera toujours existant dans 10 ans. Donc l'histoire peut être très belle sur 10-20 prochaines années. Mais ça reste une start-up, donc dans une start-up il y a des risques, ça peut s'arrêter dans 2 mois ou ça peut durer 20 ans, je ne sais pas encore. Alors, est-ce que vous pourriez assez rapidement nous introduire Ipsomédic également et mettre en avant l'offre que vous présentez, dont vous disposez actuellement, et est-ce que vous pensez également tirer un profit de cette expérience chez Ipsomédic? Alors, déjà présenter Ipsomédic. Ipsomédic, oui, c'est une start-up, une société dans laquelle nous faisons du développement de procédés pharmaceutiques dans le but de répondre aux problématiques de pénurie de principes actifs en France ou en Europe.
J'ai envie de dire de manière très classique, nous faisons du développement chimique, clairement. Mais notre particularité, c'est que nous n'avons pas de molécules à nous. Nous travaillons avec l'État, notamment, nous travaillons avec des industriels, sur base en fait du problème de pénurie, c'est-à-dire se poser la question, quel médicament aujourd'hui est manquant? Est-ce qu'il est manquant parce que le principe actif n'est pas disponible en Europe, d'accord? Parce qu'on est aujourd'hui dépendant du marché chinois, du marché indien pour beaucoup. Et est-ce que nous pensons que nous sommes en capacité de proposer une solution technique pour fabriquer ce principe actif sur le territoire européen? Pour être capable de le faire sur le territoire européen, il faut répondre à une première problématique qui est la problématique du coût, bien évidemment, à laquelle tout le monde pense. Donc, qu'est-ce que les nouvelles technologies de fabrication peuvent nous permettre, en termes de performance, de manière à baisser ce coût pour être concurrentiel. Le deuxième élément, c'est un problème écologique. On n'y pense pas toujours en premier lieu quand on parle du médicament, mais le médicament, c'est un secteur pour lequel on fait beaucoup de rejets liés au nettoyage, liés aux purifications notamment. Et c'est une industrie qui est fortement émettrice de CO2 parce que c'est une entreprise, enfin une industrie qui est consommatrice d'énergie. Donc là aussi, qu'est-ce qui est, on va dire, acceptable en termes de performance industrielle pour être compatible avec la réglementation européenne? Et j'ai envie de dire pas celle de 2024, c'est pas celle-là qui nous intéresse, mais nous dire qu'est-ce qui sera compatible avec les enjeux, c'est-à-dire ce qu'on doit obtenir en 2040 ou en 2050 en termes de performance énergétique ou en termes de quantité de rejet. Pour ces deux défis, l'histoire a commencé, on va dire, il y a 5 ans avec le paracétamol. Au moment de la crise, vraiment le pic de la crise du paracétamol avec le Covid, et on a répondu en fait sur ces deux axes-là, c'est-à-dire à la fois la capacité à proposer un procédé qui amène à un prix concurrentiel le prix d'un paracétamol principe actif fabriqué en Europe, et surtout sourcé en Europe. On n'a pas besoin d'un intermédiaire venant d'Asie ou pour lequel on serait dépendant d'un seul marché, qui est le risque principal en supply aujourd'hui. C'est pas uniquement la Chine, c'est pas uniquement l'Inde, c'est si je n'ai qu'un fabricant d'un produit et il est j'en sais rien, au Maroc, j'ai forcément un risque du fait de n'avoir qu'un seul pays capable de me fournir ou un seul fabricant capable de me fournir. On l'a vu il y a quelques années, si on prend l'exemple des voitures, où on s'est rendu compte qu'avec Fukushima, ça avait mis à mal quasiment toutes les sociétés, tous les fabricants de voitures, parce qu'une des puces qui est utilisée dans les cartes des voitures, l'entreprise était à l'arrêt du fait de Fukushima. Donc, c'est pas une question de géopolitique uniquement, c'est une question de capacité à sourcer un produit facilement. Donc là aujourd'hui, sur le paracétamol, on a cette capacité à avoir un sourcing européen en plus des sourcings étrangers. Et le deuxième élément, qui est sur la partie écologique, c'est que la quantité de rejet est quasiment de 20 fois plus faible que la quantité de rejet en batch. Alors évidemment, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur les méthodes de fabrication, mais aussi sur toutes les... Pour vous, Ipsomédic peut changer la donne? Ipsomédic change la donne déjà aujourd'hui. Oui, tout à fait, absolument. C'est vraiment notre objectif. Aujourd'hui, il y a une usine qui est en cours de construction, alors qu'il n'est pas Ipsomédic, c'est un client qui est aujourd'hui en train de mettre au point cette usine, qui utilise les procédés brevetés par Ipsomédic. Donc, on n'est pas dans l'expectative de changer quelque chose un jour, on est déjà en train de changer quelque chose. Alors ce qu'on voudrait, bien évidemment, c'est changer encore plus de choses. Alors vous nous parliez également de votre appétence pour la science du management. Est-ce que vous avez pu la mettre en pratique, votre expérience chez Ipsomédic?
Chez Ipsomédic, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, oui, non, absolument. Quel que soit le métier que j'ai fait, le management a été un élément extrêmement important dans la construction de mon poste et dans la construction du département ou de l'entreprise dans laquelle j'ai été. Ici, chez Ipsomédic, oui, alors j'ai une casquette un peu particulière parce que je m'occupe des opérations de manière générale du site et donc je chapeaute notamment la problématique des ressources humaines. Donc à la fois dans le recrutement, mais dans la gestion des personnes, la gestion de leur carrière, dans ce rôle de manager est extrêmement important. Comme je suis beaucoup sur le terrain avec les personnes qui constituent Ipsomédic et Ipsomel, je suis aussi un premier filtre ou un premier passage entre le reste de la direction et les personnes qui sont sur le terrain. Donc oui, non, j'ai tous les jours des questions, pas uniquement purement RH, mais voilà, de conseils, de organisation, de déblocage de situation, voilà, qui constitue en fait le métier d'un manager. Il faut donc être polyvalent. Alors, merci infiniment, Jean-Étienne, pour cet échange passionnant sur vos expériences, votre vision et vos engagements. Pour ceux qui veulent approfondir encore plus ces sujets ou explorer le monde de la santé de façon générale, n'oubliez pas de partager donc cet épisode autour de vous. Tous les liens pour découvrir les contenus, mais également le profil de Jean-Étienne sont disponibles maintenant dans la description. Jean-Étienne, merci.